Une information qu'il convient d'ajouter est le temps disponible. Celui-ci est calculé par journée de travail. La même donnée est donc réinscrite dans les différentes étapes du processus. La mesure de temps à prendre en compte pour la cartographie de la chaîne de valeur aidera à mieux identifier les goulots et les niveaux du processus où il y a des gaspillages de matière, de temps, etc. Pour qu'une mesure de temps soit exacte, il faut soustraire tous les événements ayant un impact sur la chaîne de valeur. Il peut s'agir des pauses, des réunions, ainsi que des arrêts planifiés qui ont des conséquences sur l'ensemble de la production. Il est très important de bien différencier ces événements des imprévus et des temps de démarrage des machines. En effet, l'un des objectifs est de les réduire. Les imprévus et les temps de démarrage ne doivent donc en aucun cas être soustraits de la mesure de temps essentielle. Par exemple, on a une journée de travail de 8 heures, soit 480 minutes. Les machines prennent 30 minutes à démarrer le matin. Sur l'heure du dîner, il y a seulement 30 minutes où le processus est arrêté. Les pauses sont prises en rotation, ce qui n'empêche pas le processus de fonctionner. Finalement, une réunion de 30 minutes est planifiée à toutes les fins de journée pour tous les employés, ce qui amène un arrêt de travail simultané. Le temps disponible sera donc de 480 minutes, moins 30 minutes pour le dîner, moins 30 minutes pour la réunion, pour un total de 420 minutes de temps disponible. À ce stade de la cartographie, voici les autres indicateurs qu'il convient d'inscrire. Comme on l'a mentionné, le nombre d'opérateurs indique le nombre d'employés affectés à l'exécution du processus. Si une tâche demande un employé, mais pour une demi-journée, la valeur 0,5 sera inscrite. L'indicateur de durée de traitement est un indicateur commun et très utile. Il représente le temps moyen pour réaliser cette étape du processus. On peut le chronométrer facilement en observant un employé réaliser l'étape de bout en bout. On commence la mesure quand l'employé prend l'unité dans ses mains et on finit quand il la lâche. L'indicateur suivant est la durée de cycle. Il existe de l'ambiguïté dans les cercles Lean Six Sigma sur la définition du temps de cycle. On peut comprendre la durée du cycle de deux façons. La durée de bout en bout de la chaîne, un grand cycle, ou le temps que cela prend pour produire chaque nouvelle unité, le petit cycle. Le concept qui nous intéresse ici est le petit cycle, peu importe comment il est appelé. Il est à noter que le terme temps de cycle, utilisé comme ici, correspond à la définition classique de l'indicateur référence. Par contre, il faut être vigilant lorsque l'on parle avec d'autres praticiens. La durée de cycle nous intéresse parce que nous voulons déterminer le goulot et que la durée de cycle la plus longue de notre chaîne va déterminer ce goulot. Cela aide à déterminer le temps dédié à cette étape par rapport au flux global. On peut trouver la durée de cycle de différentes façons, mais c'est habituellement la durée de traitement de la tâche en cours divisée par le nombre d'opérateurs. Ainsi, la durée du cycle correspond à la fréquence à laquelle un composant ou un produit est transformé à un point précis de la chaîne de valeur. Plus il y a d'opérateurs impliqués dans un processus, plus la durée du cycle diminue. La durée de traitement nous permet donc d'effectuer le calcul qui correspond au temps requis pour réaliser la tâche de chaque processus. Par exemple, on se retrouve avec un temps de traitement pour la tâche en cours de 30 secondes. On a un demi d'opérateur pour effectuer la tâche. On doit donc diviser 30 secondes par une demi-personne et on obtient une durée de cycle de 1 minute. D'autres indicateurs peuvent être inscrits si les données sont disponibles. S'il est possible de le déterminer, le temps à valeur ajoutée pour chaque étape de traitement peut être indiqué. Il s'agit plus précisément du temps requis pour réaliser uniquement la ou les tâches à valeur ajoutée, soit une fraction du délai de traitement. Le taux de disponibilité ou uptime est un indicateur commun en informatique et en usine et se contraste avec le taux d'indisponibilité ou downtime. C'est une mesure du pourcentage de temps où le poste est fonctionnel. Par exemple, certaines interruptions d'entretien préventif vont affecter la disponibilité du poste pour la production. En informatique, il pourrait arriver qu'un serveur en difficulté doive être redémarré. Ces temps prévus ou imprévus constituent des temps d'indisponibilité. Le taux de disponibilité est un indicateur de la fiabilité des machines ou des systèmes. Parfois, un poste de travail va traiter différemment différents produits. Dans ce cas, il est probable qu'il soit judicieux de l'inclure dans la cartographie. Le temps de changement de produit, aussi appelé temps de mise en course,
inclut la durée de toutes les activités requises pour un changement de type de produit. Par exemple, le temps pour arrêter la machine, démonter l'ancien gabarit, monter le nouveau et les essais de calibration. En général, on calcule le temps entre la sortie de la dernière unité de l'ancien type et la sortie de la première bonne unité du nouveau type. Si on a des problèmes, l'outil classique pour y remédier est le truc, SMED en anglais. La variation du produit, quant à elle, décrit les différents produits et leurs proportions relatives. La taille du lot à une étape nous renseigne beaucoup sur le processus. Cet indicateur reflète le nombre de produits traités simultanément ou déplacés ensemble au poste suivant. On prend le plus grand des deux. Par exemple, si un poste produit une unité à la fois, mais qu'il les met dans une boîte de 4 unités avant de les transmettre au poste suivant, la taille de lot sera 4 unités. Par contre, dans une usine de transformation alimentaire, si on a un four qui cuit simultanément 100 gâteaux, que l'on transfère ensuite sur une chaîne unitaire continue, la taille de lot à cette étape demeure sans unité. Les deux derniers indicateurs sont à mettre en relation avec le temps de changement. Plus le mix est varié et la taille des lots sont petites, plus souvent on va se retrouver en temps de changement de produit. Par contre, si on fait de grands lots du même produit, avoir un faible temps de changement de produit est moins prioritaire. Finalement, des indicateurs de taux de qualité peuvent être inscrits à chaque étape de la cartographie. Il s'agit du taux de défaut et de ses deux corollaires, le taux de retraitement et le taux de rebut. Le taux de défaut représente le taux en pourcentage de non-conformité aux limites de spécification du client à ce poste de travail. Si on inspecte les produits à la sortie de cette étape, on calcule ce taux en prenant le nombre d'unités non conformes sur le total d'unités produites pour une période. Il arrive qu'un défaut ne soit pas irrécupérable et qu'il soit possible de le réparer. Le deuxième indicateur, pour ces cas, est le taux de retraitement, soit le taux en pourcentage de non-conformité aux limites de spécification du client qu'il est possible de réparer. Par opposition, le taux de rebut correspond au pourcentage d'items non conformes qu'il n'est pas possible de traiter à nouveau. Il s'agit donc des rebuts. Si on additionne le taux de retraitement et le taux de rebut, on obtient le taux de défaut. Revenons à notre cartographie de la brûlerie verte. Il existe deux types de commandes. Il y a les produits simples, café filtre, et les produits complexes, latte, expresso. La première étape sera donc la commande paiement du café qui est réalisée par un opérateur. 70% du temps de l'opérateur est consacré à cette tâche. Les deux étapes suivantes, qui seront faites en parallèle, sont la préparation d'un café simple et la préparation d'un café complexe. C'est le caissier qui exécute les cafés simples. Il y passe le 30% restant de son temps. La brûlerie verte est ouverte de 6 heures le matin à 18 heures. Il y a une période de 30 minutes le matin où le processus est en attente pour laisser les machines partir. Le temps disponible est donc de 720 minutes. Puisqu'on ne doit pas exclure le 30 minutes de départ des machines du temps disponible, car il s'agit d'un temps de mise en course. En moyenne, les ventes sont de 260 cafés simples par jour et 240 cafés complexes par jour pour un total de 500 cafés. La durée de traitement pour chaque étape sont les suivantes. Commande paiement 30 secondes, café simple 20 secondes, café complexe 2 minutes. Si on divise le temps de traitement par le nombre d'opérateurs, on obtient la durée du cycle pour chaque étape, soit 43 secondes pour la commande, 67 secondes pour la préparation d'un café simple et 120 secondes pour un café complexe.